Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, par la parole et la vue au moins. Je voudrais continuer le propos commencé par, Julie Batilana, en développant plus particulièrement un point tout à fait essentiel qui, dans notre ouvrage, est résumé par le terme «dépolluer». Nous soutenons que la démocratisation et la démarchandisation du travail doivent nous permettre d'avancer dans la dépollution ou dans ce que j'appelle personnellement la reconversion écologique de nos sociétés. Je rappelle peut-être d'un mot ce que nous savons malheureusement toutes et tous. La situation écologique de notre planète est grave. Nous avons commencé à connaître et connaîtrons manifestement de plus en plus d'épisodes catastrophiques, prenant la forme de sécheresses, de cyclones, d'incendies, d'inondations, dues à l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et au réchauffement de celle-ci. Les derniers travaux publiés laissent penser que nous pourrions connaître une augmentation de la température de plus de 6 ou 7 degrés avant la fin du siècle par rapport à l'époque pré-industrielle, ce qui rendrait évidemment de larges parties de la Terre inhabitables et entraînerait des conditions de vie insupportables pour des milliards de personnes. Malgré l'accord de Paris et les engagements des États, nous n'avons collectivement pas réussi à engager nos sociétés dans la bifurcation que la situation exige, d'autant plus urgente, vous le savez, qu'une partie de ces évolutions est peu réversible, les gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère l'étant pour très longtemps. Vous me direz que nous en avons peut-être été divertis et détournés par la crise sanitaire qui a frappé le monde depuis désormais plus d'un an. Mais je voudrais soutenir au contraire que cette crise sanitaire renforce considérablement l'absolue nécessité pour nos sociétés de s'engager dans la reconversion écologique. En effet, la crise sanitaire a mis en évidence les fragilités et les vulnérabilités de celle-ci. Il s'agit d'un véritable coup de semonce qui révèle l'ampleur de l'impréparation de nos sociétés au choc. Nous avons été plongés dans une forme de chaos, alors même que nos capacités de production, nos réseaux de télécommunications et d'énergie, nos infrastructures n'étaient pas atteints. Qu'en sera-t-il lorsque ceux-ci seront partiellement détruits par des épisodes climatiques de plus en plus violents? Lorsque nos sols épuisés ne pourront plus nous nourrir, que nos océans seront devenus incapables d'absorber plus de gaz carbonique? Allons plus loin. On considère parfois cette crise comme un choc mondial de nature exogène, contrairement par exemple à celui de 2008 qui était de nature financière et limité aux pays occidentaux. Et puisque dans une logique court-termiste, combattre une crise, c'est d'abord en traiter les causes, la sortie d'une crise de nature exogène revient à tout mettre en œuvre pour permettre un retour rapide au régime de croissance d'avant-crise, c'est-à-dire en l'occurrence la restauration du néolibéralisme sans l'ombre d'une remise en cause et sans s'interroger sur la responsabilité de ce régime dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Mais comprenons-le bien, cette crise pandémique n'est pas un choc exogène. Elle a été engendrée par différentes causes qui, si elles ne sont pas traitées, engendreront à nouveau des épisodes récessifs dans les années à venir. Elle est avant tout liée à la dégradation de l'environnement. Il ne fait en effet aucun doute pour les scientifiques que la détérioration des écosystèmes favorise la transmission de maladies infectieuses par la faune sauvage aux humains. Les canaux sont multiples: déforestation, artificialisation des sols, destruction des habitats naturels, acidification des océans, commerce d'espèces sauvages. La fonte du permafrost, ces sols gelés toute l'année de l'hémisphère nord, qui renferment quelques 1700 milliards de tonnes de gaz à effet de serre, soit environ le double du dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère et qui
propulserait la planète vers un réchauffement de plus 6, 7 degrés ou davantage, inquiète le plus souvent pour ses effets climatiques à juste titre. Mais parce qu'il abrite des bactéries et des virus congelés depuis des millénaires, la fonte du permafrost représente également une menace sanitaire. La mondialisation et les métropolisations sont également au cœur de la propagation de cette crise. L'hyperdensité urbaine, la concentration de la population dans les mégalopoles et la mondialisation marquée par l'intensification des échanges et l'accélération de la circulation des personnes sont autant de vecteurs de contamination, de propagation et de diffusion rapide des virus. Enfin, au niveau national, la perte de souveraineté dans la production de masques et de tests de dépistage, l'incapacité des systèmes de santé trop rapidement submergés à protéger les citoyens sont le reflet de services publics sous tension et manifestent un défaut de prévoyance de la part des États qui va de pair avec un changement de doctrine de leur part consistant à transférer aux employeurs la protection des salariés contre le virus. Il faut donc considérer cette crise comme un coup de semonce qui nous alerte, d'une part, sur l'impréparation de nos sociétés face aux crises sanitaires et d'autre part, sur notre trop grande dépendance aux pays étrangers, dans lesquels certaines de nos productions ont été entièrement délocalisées, enfin sur la nécessité de ralentir, voire d'éviter des manifestations de plus en plus violentes de la crise écologique dans laquelle nous sommes déjà entrés. Elle nous incite donc plus que jamais à nous engager dans ce que j'appelle la reconversion écologique. En utilisant ce terme, je veux signifier deux choses. D'abord, que les changements que nous devons promouvoir ne se réduisent en aucune manière à un simple basculement de nos modes de consommation, y compris énergétiques, mais qu'accepter ceci suppose déjà une forme de conversion intellectuelle. Nous ne pourrons pas porter le gigantesque projet de reconstruction de notre économie que suppose l'investissement massif et l'adoption de pratiques de sobriété inhérents à la transition si nous ne changeons pas en profondeur nos représentations, nos cadres cognitifs, nos indicateurs de référence. Il s'agit, je sais que le terme est galvaudé, mais il s'agit d'une révolution copernicienne, c'est-à-dire de même ampleur que celle qui a consacré notre entrée dans la modernité. Le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, le changement radical de perception de notre place dans le monde est trié dans ce que la modernité nous a légué, ou du moins dans les différentes interprétations de la place de l'humain dans le monde que nous a légué la modernité, est sans doute une des premières tâches qui nous incombent. Il nous faut construire une cosmologie qui, sans nous faire adopter, bien sûr, l'une des trois configurations que l'anthropologue Philippe Descola a rencontrées, l'animisme, le totémisme, l'analogisme, à côté de la nôtre, le naturalisme, nous permettrait, sans tomber dans l'anti-humanisme ou dans le biocentrisme, de rompre avec le paradigme de l'exploitation et de la conquête qui a caractérisé nos sociétés occidentales, comme l'indique Aldo Leopold, pour adopter un paradigme du prendre soin des humains et de la biosphère. Une telle entreprise suppose sans doute, comme l'ont suggéré Aldo Leopold et Hans Jonas, une éthique de la Terre, c'est-à-dire que notre attention et notre soin s'étendent au-delà de l'humanité et que nos règles de bonne conduite cessent de ne concerner que les sociétés humaines. Mais il nous faut également changer de cadre cognitif, réviser en profondeur nos disciplines et leurs fondements, trop souvent exclusivement anthropocentriques dans le sens le plus restreint du terme, et donc concevoir, à l'instar de ce que visait Francis Bacon, un nouveau novum organum susceptible de réarticuler les sciences naturelles, les sciences humaines et les sciences sociales. Changer de cadre cognitif, c'est également changer nos indicateurs de référence et les systèmes et dispositifs qui les déterminent.
Je pense évidemment au système de comptabilité nationale, celui-là même qui nous permet de calculer notre plus fameux indicateur de performance, le produit intérieur brut, un système universel qui encadre, détermine et contraint la plupart de nos décisions et de nos jugements publics et privés. Notons en effet, comme l'écrivent dans le système de comptabilité nationale 2008 les 5 plus grandes organisations internationales, que, je cite, certains agrégats essentiels du système de comptabilité nationale, tels le PIB et le PIB par habitant, ont acquis leur identité propre et les analystes, les décideurs politiques, pardon, la presse, les entreprises et le public en général s'y réfèrent largement en tant qu'indicateurs synthétiques et globaux de l'activité économique et du bien-être. Leurs évolutions servent à évaluer les performances générales de l'économie et par conséquent à juger du succès ou de l'échec relatif des politiques économiques mises en œuvre par les pouvoirs publics. Fin de citation. Tous les élèves de terminale connaissent les limites de cet indicateur qui peut tranquillement nous mener dans le mur, comme l'écrivait Joseph Stiglitz dans l'introduction du rapport sur la mesure des performances économiques et du progrès social remis en 2009. Le PIB, je le rappelle, compte pour zéro des activités absolument essentielles pour la reproduction des sociétés et invisibilise donc leur disparition. Activités domestiques, familiales, bénévoles, citoyennes, politiques. Il accorde la même valeur aux productions utiles et aux productions toxiques, mais surtout, il ne donne aucune information, aucun signal sur la dégradation des patrimoines essentiels qui constituent pourtant une très grande part de notre richesse, le patrimoine naturel et la santé sociale. Ce dispositif technique qui constitue une véritable grammaire encadre la plus grande partie de nos actions collectives et il doit faire l'objet, c'est vraiment le moment, d'une véritable relativisation. Nous ne pourrons pas opérer la reconversion écologique de nos sociétés sans revoir cette norme en profondeur. Définir le nouveau système de représentation de la valeur, un nouveau système comptable universel, constitue un enjeu essentiel. Ceux qui définiront les nouveaux critères de cette représentation imposeront à coup sûr la nouvelle grammaire de ce qui compte et de ce qui ne compte pas, le nouveau système de valeurs. Alors, il nous faudra choisir dans quel langage ou dans quelle unité de compte l'écrire. S'agira-t-il encore de la monnaie ou peut-être plutôt du carbone? Compterons-nous en unités physiques, chimiques ou sociales? Il reviendra aux citoyens de s'exprimer sur ce qui compte pour eux en tant que collectif et de définir les nouveaux indicateurs qui permettront dans le futur d'enserrer la production dans des limites sociales et environnementales strictes. Mais cette reconversion intellectuelle qui permettra de mettre au point de nouveaux cadres cognitifs, de nouvelles représentations, de nouvelles disciplines, de nouveaux indicateurs ne suffira pas. Même si les récits et les représentations comptent, ils ne suffiront pas à déclencher les mouvements et les mobilisations qui porteront la reconversion écologique, ni à façonner celle-ci pour qu'elle constitue un projet générateur d'enthousiasme plutôt qu'une source de crainte. En effet, si j'utilise ce terme de reconversion écologique, c'est également pour faire signe vers une autre facette du mouvement de transition. Les nécessaires restructurations que ne manqueront pas d'entraîner la fermeture ou la réduction du nombre d'emplois de certains secteurs, très émetteurs de gaz à effet de serre. Certes, ces secteurs sont moins intensifs en main-d'œuvre que ceux qu'il faudra développer, que ceux qu'il faudra ouvrir. Et la plupart des études dont nous disposons, je pense à celle de l'OIT publiée en 2018, mais aussi à plusieurs projections réalisées récemment en France par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ou le WWF, mettent en évidence que de fortes créations d'emplois sont possibles, sans doute proportionnelles aux investissements qui seront consentis, notamment dans la reconversion thermique des bâtiments, le renouvellement des infrastructures, le verdissement des processus industriels et l'agroécologie. Mais les vastes mouvements de main-d'œuvre et ou les reconversions professionnelles sur place ne se feront pas seuls.
et nous devons absolument éviter que les salariés des secteurs, des entreprises ou des métiers menacés supportent le poids de la transition. C'est la raison pour laquelle les syndicats portent depuis longtemps l'idée d'une transition juste, c'est-à-dire d'une transition dans laquelle les travailleuses et travailleurs concernés sont accompagnés de façon efficace. Rappelons qu'en Europe, nous n'avons pas été très bons en cette matière. Je pense aux restructurations du textile ou de la sidérurgie qui se sont soldées pour les salariés par des départs en pré-retraite ou du chômage. Il ne peut pas en aller ainsi avec la transition écologique, sinon les populations résisteront de toutes leurs forces à celle-ci et elles auront raison. Il nous faut donc mettre en place de puissants moyens de sécurisation permettant d'anticiper les reconversions, de détecter les secteurs, les entreprises et les métiers menacés, de cartographier les compétences, d'organiser les reconversions vers de nouveaux emplois. Ce processus, ce processus pose évidemment de très nombreuses questions. Où installer les nouveaux emplois? Comment les articuler avec les préoccupations de politique industrielle, de relocalisation, d'aménagement du territoire, avec le déploiement du télétravail, le désir d'un important nombre de citoyens de quitter les grandes métropoles? Mais il exige également des innovations en termes d'institutions, de dispositifs et de politiques permettant de planifier et de coordonner ces actions. Le passage par la case chômage n'est pas une réponse adéquate. D'où la proposition faite dans notre manifeste par Pavlina Tcherneva, consistant à mettre en œuvre une garantie d'emploi financée nationalement, mais mise en œuvre localement, et qui permettrait de constituer un puissant amortisseur pour les salariés durant le processus de transition écologique notamment. Nous connaissons des exemples de tels mécanismes, le Civilian Conservation Corps mis en place aux États-Unis par Roosevelt en 1933 ou l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée en France et en Belgique. L'ambition présentée dans le manifeste est plus grande, puisqu'il s'agirait d'un mécanisme susceptible d'être utilisé par tous les citoyens, permettant de rendre effectif le droit au travail inscrit dans certaines constitutions nationales et dans la Déclaration universelle des droits humains, permettant, comme l'explicite Pavlina Tcherneva, une stabilisation macroéconomique en temps de crise. Ce dispositif pourrait servir à orienter la main-d'œuvre vers les emplois nécessaires dans la transition écologique, mais aussi vers les métiers du care. L'ensemble de ces transitions, disons-le, ne pourra s'opérer sans les citoyens eux-mêmes, ni sans leur participation à la décision, qu'il s'agisse de la sphère politique ou de la sphère économique. Si nous avons progressé depuis que Jaurès constatait en 1893 que, je cite, au moment où le salarié est souverain dans l'ordre politique, il est dans l'ordre économique réduit à une sorte de servage et à tout moment, ce roi dans l'ordre politique peut être jeté à la rue, fin de citation, il n'en reste pas moins que l'entreprise reste trop souvent considérée comme la propriété des apporteurs de capitaux et que la situation a encore été aggravée par la théorie de l'agence et l'idée que les dirigeants des entreprises devraient être les mandants des seuls actionnaires. La crise sanitaire a mis en pleine lumière le rôle des travailleurs dans le maintien du fonctionnement de la société. Et comme l'a explicité Julie Batilana avant moi, il est grand temps de reconnaître l'autre partie constituante de l'entreprise, les apporteurs de travail. Certes, il y a encore débat sur la question de savoir si la participation pleine et entière des travailleurs et des travailleuses à toutes les décisions de l'entreprise ira toujours dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Certains aimeraient que ce dernier dispose aussi d'une voix dans les instances dirigeantes ou qu'il soit représenté. Avec néanmoins le danger qu'à ce moment-là, la représentation des travailleurs soit noyée. Gageons que ces derniers, qui habitent souvent près de leur lieu de travail, au moins dans la même région, étant en même temps des citoyens et des consommateurs, prendront des décisions au moins aussi bonnes pour l'environnement que des actionnaires souvent extrêmement éloignés des lieux de production et trop souvent d'abord intéressés par les retours financiers de leurs affaires. Oui, gageons que la démocratisation des entreprises et de l'ensemble de l'économie par la sanctuarisation de certaines productions considérées comme des biens communs, par la gestion directe par l'État ou les institutions de l'économie sociale et solidaire, par le respect de nouveaux indicateurs de richesse exprimant les limites sociales et environnementales à respecter, réussira mieux que la théorie de l'agence à répondre aux défis
du changement climatique. Merci beaucoup pour votre attention.